Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 politique spéciale Europe. Les élections européennes se déroulent tous les 5 ans sur un seul tour. Et pour ce scrutin, la date en France a été fixée au 25 mai. C'est donc dans à peu près 2 semaines. Depuis 1979, les députés qui siègent au Parlement européen sont élus au suffrage universel direct. Alors dans le courant de cette émission, nous évoquerons le rôle et le travail du Parlement européen. Et je vous proposerai également une immersion au sein de la Commission européenne. C'est à Bruxelles. Mais donc d'abord, on va aborder avec mon invité Olivier Janouex. Bonsoir. Bonsoir. Le rôle du Parlement européen. Olivier, vous officiez au sein de Europe Direct Yvelines. C'est la représentation, on peut dire, régionale de l'Union européenne, c'est ça? Voilà, en fait, Europe Direct, c'est un réseau d'information mis en place par la Commission européenne qui vise à renseigner les citoyens sur toutes les questions qui peuvent se poser en général sur l'Union européenne. Alors pour les Yvelines, c'est installé à Versailles. Ouais. Et pour les téléspectateurs assidus, on peut vous retrouver tous les soirs, puisque vous animez une chronique sur Téléfil consacrée justement à l'Europe et vous, l'Europe au quotidien. Alors actuellement, le Parlement européen, ce sont 766 députés qui sont élus dans 28 pays. Et la France compte sur ces 766 députés 74 députés. À partir de dimanche 25 mai, je l'ai dit, et ce sont les élections européennes sur un seul tour. Cette fois, on ne va élire que 751 députés. Il y en aura moins. Effectivement, 751 députés parce que tout simplement, les traités ont été modifiés. Tout simplement, il y a des nouvelles règles de représentation. Donc, ce qui fait que certains pays vont perdre des députés, d'autres pays vont en gagner. Pour d'autres, il ne change rien. C'est le cas de la France, puisque la France disposera toujours de 74 députés. Comment se passent ces élections européennes? On vote par circonscription. La France est divisée en 8 circonscriptions. Alors, la France est divisée en plusieurs circonscriptions. Donc, pour celles qui nous intéressent, c'est la circonscription d'Île-de-France et des Français de l'étranger. Donc 15 eurodéputés à élire pour l'Île-de-France et les eurodéputés à l'étranger. Voilà, il y a 800 circonscriptions en tout. Et la nouveauté, effectivement, cette année, c'est que la circonscription de l'Île-de-France englobe aussi les Français de l'étranger. Exactement, parce qu'avant, sur l'ancienne circonscription, on avait uniquement la circonscription Île-de-France, on avait 13 eurodéputés. Vu que maintenant les Français à l'étranger sont ajoutés à cette circonscription, on passe à 15. Alors là, on voit effectivement sur ce graphique la répartition des députés français, des 74 députés français, en fonction de leur appartenance politique. En France, on le voit, hein, le parti majoritaire, c'est celui du PPE, c'est l'équivalent de la droite et du centre. Il y a 15 eurodéputés qui sont verts, il y a 14 qui sont notamment socialistes. Pour ces élections européennes, ce qui est peut-être un peu compliqué pour les électeurs de s'y retrouver. D'abord, c'est à un seul tour. Exactement. Voilà, donc il faut aller voter dimanche 25, sinon après ce sera trop tard. Et puis surtout, il y a énormément de listes. Pour la circonscription d'Île-de-France et des Français de l'étranger, il y a 31 listes. Pourquoi autant de listes? C'est fréquent, ça, d'avoir autant de listes? Ben non, c'est pas fréquent. C'est peut-être un signe que l'Europe intéresse et que tout simplement, c'est vrai qu'on nous dit souvent l'Europe c'est loin, l'Europe on n'y comprend rien, mais 31 listes, ça montre quand même que les Français sont intéressés. Mais surtout, c'est que le Parlement européen est élu à la proportionnelle, ce qui veut tout simplement dire que les petits partis ont leur chance. Alors c'est peut-être pour ça que ça explique qu'il y ait autant de listes qui soient présentes. Alors, on les voit défiler. Effectivement, il y en a 31. On ne peut plus faire des placards. On a fait un déroulé parce que ça prend effectivement du temps maintenant de les voir effectivement défiler. Alors l'une des principales nouveautés de ce scrutin, c'est que lorsque les États membres vont désigner le prochain président de la Commission européenne, actuellement c'est José Manuel Barroso, il faudra tenir compte justement des résultats de ces élections européennes au Parlement européen. Ça, c'est vraiment nouveau. Effectivement, c'est nouveau. C'est une des principales nouveautés qui a été introduite dans le traité de Lisbonne. Les États vont devoir tenir compte des résultats du Parlement, c'est-à-dire que la majorité qui va se dégager au Parlement, de cette majorité sortira un candidat. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si on a une majorité qui est plus à droite, le prochain président de la Commission européenne sera à droite. Si c'est une majorité qui est à gauche, le président sera à gauche. C'était pas le cas auparavant? Non, avant c'était pas le cas. C'était pas le cas parce que tout simplement les États choisissaient le candidat qui les intéressait. Donc, on a eu pendant 2 mandats de suite José Manuel Barroso. C'était un candidat qui arrivait à peu près à faire consensus entre tous les États. C'était les États qui faisaient un peu leur soupe de leur côté. Maintenant, la décision a été prise d'impliquer davantage les citoyens dans le processus de décision. Donc ça veut dire que vraiment le citoyen, quand il va mettre son petit bulletin dans l'urne, la couleur politique demain du Parlement aura un effet direct sur la Commission européenne. Alors oui. De manière très concrète, ça veut dire que le parti qui aura le plus de voix, verra sa tête de liste propulsée président de la Commission européenne.
D'accord. Alors tous les partis n'ont pas des têtes de liste. Certains partis ont déjà défini qui serait tête de liste et qui serait candidat à la Commission européenne, et d'autres partis qui n'ont pas choisi leur tête de liste. Alors là, s'ils sont élus, s'ils sont majoritaires, ça peut être un peu compliqué, non? Oui, c'est compliqué. Alors c'est sûr que on sait très bien qu'il y a 5 partis, les 5 grands partis ont présenté leur tête de liste. Donc pour la gauche unitaire, nous avons Alexis Tsipras, le grec. Pour les Verts, nous avons Ska Keller, qui est allemande. Pour le PSE, donc l'équivalent PS en France, c'est Martin Schulz, l'actuel président du Parlement européen. Pour l'ADLE, c'est plus le MoDem en France. Nous avons donc l'eurodéputé Guy Verhofstadt. Et pour le PPE, équivalent UMP en France, c'est Jean-Claude Juncker. Oui, tout à fait. Alors, justement, le Parlement européen, à ne pas confondre avec la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, ça fait bien des institutions. Quel est le rôle du Parlement européen, là où siègent les futurs 751 députés? Le rôle du Parlement européen est de représenter les citoyens auprès des institutions européennes et notamment lors du vote de ce qu'on appelle les lois européennes. Parce qu'au niveau pour faire simple, les lois européennes sont présentées par la Commission européenne et votées dans les mêmes termes par le Parlement européen qui représente les citoyens et le Conseil de l'Union européenne qui représente les États. Voilà. Et donc, le rôle du Parlement européen... Donc les Européens ne proposent pas de loi. C'est la Commission européenne qui propose les lois. Alors, officiellement, la Commission européenne propose les lois, mais c'est officiellement. Donc, officieusement, il y a toujours des petits arrangements entre eux. Donc, officieusement, de nombreux eurodéputés en fait font passer leurs textes à la Commission européenne. Donc juste une petite statistique, en fait il y a à peu près 40% des textes qui sont d'initiative, qui sont d'inspiration parlementaire, 40% des textes qui sont d'inspiration étatique et seulement à peu près 20% qui sont effectivement d'inspiration de la Commission. Ah oui, alors qu'officiellement c'est plutôt la Commission voilà. qui fixe les lois. Donc ils proposent des lois, ils votent les lois. Ils ont aussi un rôle de contrôle, ces députés européens? Effectivement, contrôle des institutions. Le Parlement a un rôle de contrôle, donc principalement au niveau de la Commission européenne, parce que tout simplement le Parlement européen approuve le choix de la Commission européenne et son président. Il peut aussi la censurer. Donc, comme au niveau de la France, la motion de censure, ça c'est un classique. Le Parlement européen peut aussi poser des questions, notamment au niveau du Conseil de l'Union européenne et de la Commission. Donc là aussi, c'est pour vérifier que les États font bien leur travail et aussi lorsque, dans certains cas, les États font un peu cavalier seul dans leur coin pour les rappeler à l'ordre, pour leur dire, voilà, le Parlement européen veille. Et aussi, à chaque réunion du Conseil européen, le Parlement européen présente la position du Parlement européen pour dire voilà ce que les citoyens attendent des États lorsqu'ils se réunissent au niveau du Conseil européen. D'accord. Ouais, c'est vraiment assez complexe. Est-ce qu'on a un droit de regard aussi sur le budget européen, effectivement, le Parlement européen. Sur vérifier les finances, comment est dépensé l'argent, parce que c'est toujours la grande question sur l'Europe, comment est dépensé l'argent, où va l'argent? Alors, tout simplement, le Parlement européen va voter le budget, ou du moins va voter la répartition du budget. Si vous voulez, les États, en fait, vont apporter l'enveloppe financière. Ils vont dire, voilà, on va mettre tant d'euros, tant de milliards d'euros dans le budget. Donc ça, ce sont les États qui décident. Mais la répartition, tant vont être accordés à l'éducation, tant vont être accordés à la compétitivité des entreprises, tant vont être accordés à l'environnement. Ça, sur cette répartition-là, le Parlement européen a un vote en la matière. Et donc, il faut bien comprendre que le Parlement européen, en la matière, a le dernier mot. Ce qui, d'ailleurs, peut entraîner parfois d'âpres négociations entre le Parlement européen et les États, parce que le Parlement européen va toujours essayer de faire en sorte, en bloquant ce vote, d'essayer de faire en sorte de monter l'enveloppe qui va être attribuée au budget européen. Alors, quand on voit l'importance du Parlement européen, comment on peut expliquer le taux d'abstention qui est extrêmement fort? Il était de 59% en France pour les dernières élections européennes. Alors, en plus, il y a 31 listes, donc il y a vraiment, là, pour le coup, il y a vraiment du choix. Comment on peut, à votre avis, on peut expliquer ça? L'Europe est trop loin des Français? Non, l'Europe n'est pas trop loin. L'Europe, on la voit tous les jours. D'ailleurs, on en parle. Voilà, on en parle. On en parle tous les jours sur voilà, télévision. donc ça, on en parle tous les jours. Non, c'est surtout un manque de communication dans les médias principalement. Je veux dire, on voit souvent dans les médias
les incidents de séance au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement français, mais au niveau du Parlement européen, non. Il faut bien comprendre que le Parlement européen n'a pas une culture de clash, de buzz, c'est plus une culture de travail, ce qui fait que c'est une présence moins médiatique. Le Parlement européen fait un travail qui est beaucoup plus technique et donc moins passionnant. Oui, donc c'est un peu plus austère, c'est peut-être pour ça que ça ne passionne pas forcément. Un dernier mot, Olivier Janex, sur l'Europe Direct. Vous nous avez dit c'est vraiment pour renseigner les citoyens sur toutes les questions européennes. Hein. Exactement. Donc, bon, nous, principalement, du fait qu'on est dans un centre d'information jeunesse, c'est des jeunes qui viennent principalement nous voir pour tout ce qui est les questions d'études, de stages à l'étranger, mais on répond sur vraiment toutes les questions. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter si les citoyens ont des questions, ils ne doivent pas hésiter. Voilà, un petit bandeau qui s'affiche avec les coordonnées téléphoniques si effectivement on veut contacter Europe Direct Yvelines, puisqu'il y a une représentation de l'Union européenne dans les Yvelines. Elle se trouve à Versailles. Merci beaucoup Olivier Janex d'être venu sur le plateau de Téléfil pour nous expliquer le rôle du Parlement européen. On comprend bien que ces élections sont extrêmement importantes et qu'elles auront évidemment un effet sur le président ou la présidente peut-être de la future Commission européenne. Alors maintenant je vous propose justement d'en savoir un peu plus sur le rôle de cette Commission européenne. Avec Patrick Jacques de Dixmude, nous nous sommes rendus à Bruxelles. Nous avons également abordé la question délicate du budget de l'Union européenne et des aides particulières accordées par l'Union. Le 25 mai prochain, ce sont les élections européennes. Il s'agit donc d'élire les députés européens. Ils sont au nombre de 751, dont 74 pour la France. Les députés qui siègent au Parlement européen, qui lui se trouve à Strasbourg. Et nous nous trouvons à Bruxelles, devant la Commission européenne, une commission qui est chargée de définir les lois. C'est donc une institution importante que je vous propose de découvrir. Allez, suivez-moi. Alors on va essayer de comprendre évidemment un peu mieux le fonctionnement de l'Europe avec vous, Marc Taquet-Graziani, bonjour. On se trouve donc ici à la Commission européenne et puis derrière nous on a les photos des fameux commissaires européens, il y en a 28, commission présidée par José Manuel Barroso. Parmi les commissaires on a un Français, Michel Barnier. D'abord la Commission européenne, elle sert à quoi ? Alors le principal rôle de la Commission européenne, c'est de représenter l'intérêt général, donc de considérer la situation sur un thème donné dans tous les États membres, et ensuite d'identifier quel est l'intérêt commun et de faire des propositions qui vont servir de base de discussion. Donc c'est la Commission qui fait les propositions ? Oui, on peut même aller plus loin, on peut même dire que la Commission a le monopole de l'initiative, c'est-à-dire que son rôle, sa nature, c'est vraiment de faire des propositions qui seront ensuite adoptées par le Parlement européen et par les États membres. Alors, qu'on comprenne bien, donc Commission européenne, à l'initiative, vous l'avez dit, des propositions. Il y a effectivement ce Parlement européen, c'est peut-être ce qui est le plus connu pour les citoyens, parce que c'est là où siègent les députés. Oui, l'une des institutions donc, dont les pouvoirs se sont considérablement étendus lors des dernières réformes institutionnelles. Mais bon, il ne faut pas oublier quand même le Conseil, c'est-à-dire les États membres. Tout le monde sait que c'est l'institution qui légifère avec le Parlement européen sur les propositions de la Commission. Et il y a deux autres institutions qui sont la Cour de justice et la Cour européenne des comptes. Oui, la Cour de justice en particulier a joué un rôle important. Elle donne le cadre juridique de l'Union européenne. C'est une communauté de droit et elle joue un rôle important aussi dans l'interprétation du droit communautaire. Alors, je voudrais revenir sur cette Commission européenne. Qui désigne les commissaires ? Parce qu'ils ne sont pas élus par le peuple, à la différence des députés européens. C'est juste et en même temps, quelque part, ils le sont. Le président de la Commission européenne est proposé par les chefs d'État et de gouvernement, donc vraiment au plus haut niveau de l'Union européenne. Et ensuite, chaque État membre proposera un candidat commissaire. Le Parlement européen intervient dans la mesure où il va procéder à une double investiture du collège de commissaires. Donc il va d'abord investir le président de la Commission et ensuite il va investir le collège dans son ensemble après. C'est-à-dire qu'il peut retoquer un commissaire qui ne lui plairait pas ? Tout à fait. Ça c'est déjà arrivé dans le. Il le fait. C'est-à-dire, il y a 2 mandats, le Parlement européen avait rejeté le candidat italien, Rocco Buttiglione, pour commentaire homophobe durant l'audition au Parlement européen, parce que chaque commissaire
avant que le Parlement européen investisse le collège, est auditionné par des commissions parlementaires. Et lors de la dernière investiture, c'est la commissaire bulgare, candidate commissaire bulgare, qui avait été rejetée par le Parlement européen. Alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que le commissaire européen, même s'il est français, par exemple, je me tourne vers Michel Barnier, mais même s'il est français, ne porte pas la voix de la France. Il doit porter de la voix de l'Europe. Ça, c'est pas des fois bien clair ou bien compréhensible, mais c'est pourtant une réalité. Tout à fait. C'est non seulement une réalité, mais c'est un principe fondamental. C'est-à-dire que chaque commissaire est là pour représenter l'intérêt européen, défendre l'intérêt général, il n'est pas là pour défendre les intérêts particuliers ou les intérêts nationaux. Celui, en gros, qui défend les intérêts de son pays, c'est le chef d'État qui siège au sein du Conseil de l'Europe. Tout à fait. C'est-à-dire c'est au Conseil que sont défendus et représentés les intérêts nationaux. Et ça veut dire qu'à la Commission européenne, du coup, on a une vision, on est obligé d'avoir une vision lointaine. On a un regard visionnaire puisque... Visionnaire dans la mesure où souvent on regardera plus facilement les tendances à long terme en Europe. Visionnaire aussi dans le sens où ça vous offre une perspective européenne. Or, sur beaucoup de thèmes de société aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire une analyse efficace, vous ne pouvez pas agir sur la réalité sans adopter une dimension européenne. Donc, sur les questions de réforme du secteur financier, de politique énergétique, de politique environnementale, vous devez trouver des solutions au niveau du continent. On peut agir évidemment au niveau national, mais sur tous ces thèmes, on ne peut avoir prise sur la réalité qu'à l'échelle du continent. Je reviens sur cette commission européenne. Aujourd'hui, elle est composée de 28 membres. C'est compliqué. C'est compliqué. On se dit que c'est plus compliqué qu'au début. Et voilà. C'est compliqué, c'est beaucoup. C'est-à-dire que le fonctionnement collégial de l'institution voudrait qu'il y ait un nombre plus limité de commissaires. C'est-à-dire que le fonctionnement collégial de l'institution assure la qualité des décisions, dans la mesure où chaque commissaire doit consulter ses homologues, quelle que soit l'initiative. L'institution fonctionne d'autant mieux en collège que vous avez un groupe de membres. D'ailleurs, c'était Jacques Delors qui disait qu'au-delà de 7 commissaires européens, ça devenait difficile de prendre des décisions. Et là, il y en a 28, donc on se doute que c'est bien compliqué. Tout à fait. Le 25 mai, donc, ce sont les élections européennes. Elles sont à un seul tour. C'est important. Et il y a une modification cette fois-ci pour ces élections, c'est-à-dire que du coup, il y aura une représentativité politique plus importante. Alors, en tout cas, la voix du peuple va être portée différemment. Ouais. La devise d'ailleurs du Parlement européen pour ces élections, c'est cette fois-ci c'est différent. Alors qu'est-ce qui change pour ces élections-ci? C'est qu'un protocole du traité de Lisbonne prévoit que lorsque les chefs d'État et de gouvernement vont nommer d'abord le candidat président de la Commission et ensuite les candidats commissaires, il doit prendre en compte le résultat des élections. Alors ce n'était pas le cas de manière aussi explicite auparavant, ce qui veut dire pour le Parlement européen très concrètement que logiquement, les chefs d'État et de gouvernement vont devoir nommer le candidat officiel du groupe politique qui aura gagné les élections au Parlement européen à la présidence de la Commission. Donc le Parlement interprète ce protocole de Lisbonne de manière très précise. Aujourd'hui, et pour cette prochaine élection, chaque groupe politique va proposer des candidats, va proposer des programmes et le vainqueur des élections, c'est-à-dire le groupe politique ou programme qui aura gagné les élections, aura la possibilité de voir se voir nommé président de la Commission et aura pour tâche de mettre en œuvre un programme qui, pour le coup, sera un programme politique qui aurait été proposé pendant la campagne électorale. Et on sait que les élections européennes, en général, ne mobilisent pas beaucoup. Est-ce que par cette façon de faire, est-ce que ça peut plus mobiliser les citoyens qui, du coup, seront, les tendances nationales seront mieux représentées à la Commission européenne? Alors oui, on peut espérer que le fait que ces élections aient lieu selon des modalités sensiblement différentes devrait créer plus d'intérêt. De fait, aujourd'hui, plusieurs mois avant les élections européennes, il y a déjà beaucoup de débats sur justement les candidats qui sont proposés par les groupes politiques. Ça permet de personnaliser aussi les élections, c'est-à-dire de mettre un visage sur chacun des programmes qui sera proposé. Donc, idéalement, cela devrait favoriser un intérêt majeur pour les élections européennes parce que ça rend plus clair
le fait que chaque citoyen là se prononce sur un candidat, sur un programme et donc fait un choix réel. On verra ça à l'issue du 25 mai. Merci beaucoup Marc Taché-Graziani d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Allez, nous poursuivons notre immersion au sein de la Commission européenne. On va maintenant s'intéresser à un sujet un peu délicat, c'est le budget de l'Union européenne. Il est d'environ 120 milliards d'euros. Et pour nous expliquer tout cela, nous sommes allés à la rencontre de Patrizio Fiorilli. Il est porte-parole de la programmation financière. Et la première question que l'on a eu envie de lui poser, c'est est-ce que l'Europe est sortie de la crise? On l'écoute. Répéter des déclarations qu'ont fait le président Barroso ou le commissaire Rehn qui est en charge des affaires économiques et financières, qu'il y a beaucoup d'indicateurs économiques qui semblent dire que le plus dur de la crise est derrière nous. Le budget de l'Union européenne, c'est en moyenne entre 120 et 130 milliards d'euros, 1% du produit national brut. Sur tout le budget de l'Union européenne, il y a à peine 5% qui restent à Bruxelles pour payer les salaires des fonctionnaires européens, les bâtiments et d'autres choses. Alors ça veut dire que 95% plus ou moins de ce budget retourne vers les États membres, qu'il s'agisse des agriculteurs, des étudiants, des chercheurs universitaires, qu'il s'agisse des petites et moyennes entreprises. Il y en a quand même beaucoup. Donc avant toute chose, c'est absolument pas un budget pour Bruxelles. Le budget de Bruxelles, factuellement, c'est faux. 2014-2020 signe une nouvelle période budgétaire, un budget qui va être revu à la baisse, c'est une première. C'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne qu'on va diminuer les budgets de l'Union européenne. C'est un petit peu embêtant parce que c'est aussi la première fois qu'on attribue tellement de compétences supplémentaires à l'Union européenne. Il y a le climat, superviser les banques et tout, mais bon voilà, on doit faire avec, c'était la décision des États membres. Alors s'il faut couper, nous on a proposé, la Commission européenne, de surtout pas couper dans les politiques qui peuvent promouvoir l'emploi, la croissance économique. Donc en gros, on recommande d'augmenter les financements pour l'éducation, pour la recherche, la science, le soutien aux petites et moyennes entreprises. Une nouvelle période, cela va entraîner aussi des modifications en matière d'attribution des budgets européens. On a réussi aussi à convaincre les États membres et le Parlement européen qu'à l'avenir, il faudra quand même que les bénéficiaires de ces financements européens nous convainquent, nous, la Commission européenne, que leur projet, ou plutôt leur projet, va faire une différence sur le terrain, que ça sera bon pour la croissance, pour l'emploi. On va aussi suggérer à tous ces bénéficiaires potentiels, on va peut-être un peu s'éloigner à l'avenir des grands projets d'infrastructures, d'aéroports, d'autoroutes et se concentrer ou plutôt privilégier les financements pour des projets où on forme le personnel des entreprises, tout ce qui est recherche, science, innovation. Et je crois que c'est pas mal pour l'avenir de l'Europe. Des financements européens sont aussi disponibles pour les PME, les TPE, et cela ne se sait pas forcément. Des bureaux de la représentation de la Commission européenne sont présents notamment à Paris. Dans les Yvelines, Europe Direct se situe à Versailles. On a abordé le fonctionnement de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe, du Parlement européen. On a parlé du sujet délicat du budget. Maintenant, on va aller plus en profondeur. On va s'intéresser à ces fameux fonds régionaux, fonds d'aide financière apportés par l'Europe, les fameux fonds FEDER. Toutes les explications maintenant avec Luigi Nigri. L'Europe finance et participe à la réalisation de tout un nombre de projets qui vont des projets d'entreprise, des projets par exemple visant à diminuer la quantité de CO2, à améliorer la mobilité. La gamme des projets qui peuvent être soutenus par l'Europe, elle est très large. Évidemment, pour faire savoir aux gens que ces projets existent, il faut aussi mettre la marque de l'Europe et là, il y a encore du travail à faire. La politique régionale d'Europe, c'est une politique qui vise à intervenir directement dans la vie des gens pour améliorer leur qualité de vie et surtout la capacité de créer plus d'emplois et de richesses. Surtout aujourd'hui, le gros problème est la création d'emplois et l'emploi des jeunes. Les fonds ont diminué, mais ils restent quand même très consistants. 325 milliards d'euros pour 7 ans pour toutes les régions européennes, c'est quand même une somme importante. Il y a juste la capacité renforcée d'intervenir plus dans les secteurs prioritaires de la recherche et de l'innovation parce que c'est dans ces domaines-là qu'il y a des problèmes à résoudre. Cette émission consacrée aux institutions européennes est terminée. J'espère que vous aurez appris plein de choses et je vous rappelle que les élections européennes ont lieu sur une journée le dimanche 25 mai. Alors, bon vote à vous. Ceci est une publicité.
publicité vous suggère ce que vous devez faire. Mais cette publicité vous demande ce que nous devons faire. Exercez votre pouvoir. Choisissez qui gouvernera l'Europe. Votez le 25 mai. Les élections européennes, le 25 mai 2014.